Bonjour, ça fait 5 mois que le mouvement des Gilets jaunes a surgi sur les ronds-points du pays et dans les centres-villes les samedis. Alors, nous avons voulu organiser une rencontre inédite entre 2 militants du mouvement des Gilets jaunes Hauts-de-France et puis 2 députés de la région et de la République En Marche. Et ce, sans attendre le 8 avril et la restitution par le Premier ministre des résultats du grand débat voulu par le Président de la République. Alors, que veulent aujourd'hui les uns? Que sont capables de répondre les autres? Il y aura du débat, sûrement, du dialogue, peut-être, entre nos invités qui sont Alexandre Chantry, militant des Gilets jaunes Hauts-de-France. Bonjour, je fais ça par ordre alphabétique. Alison Hubert. Bonjour, militante Gilets jaunes Hauts-de-France. Charlotte Lecoq. Bonjour, députée de la République En Marche de la 6e circonscription. Bonjour, Véronique Marchand. Et Laurent Pietraszewski, bonjour. Bonjour, Député La République En Marche de la 11e du Nord, dont Lille. Je vous précise que cette émission a été enregistrée hier matin, samedi. Alors on a bien compris que ce mouvement social inédit des Gilets jaunes réunissait des gens très différents, que d'ailleurs certains ont tenté de récupérer. Ainsi, les Gilets jaunes Hauts-de-France sont un petit peu particuliers dans le paysage national. On va voir dans un instant pourquoi, mais tout de suite, vous deux, dites-nous qui vous êtes, d'où vous venez, de quel environnement politique, professionnel vous venez. Alexandre Chantry. Alors, bonjour à tous. Moi, j'étais travailleur social jusqu'au 31 décembre dernier. Donc, évidemment, je travaillais dans des milieux difficiles. Je suis également étudiant encore actuellement, candidat libre en économie et sociologie. Alison Hubert. Oui, donc moi je suis professeure des écoles dans une classe de CM2. C'est la première fois que je m'engage dans un mouvement. Je suis gilet jaune pacifiste depuis mi-octobre, voilà, et très fière d'appartenir à ce mouvement. Madame, monsieur les députés, est-ce que votre perception du mouvement des Gilets jaunes a évolué depuis 5 mois, que ce soit au niveau national ou plus particulièrement sur les Hauts-de-France? Charlotte Lecoq. Oui, moi, les gilets jaunes, tout au début, ce que j'ai perçu, c'est que c'était le symbole du gilet qu'on portait, qu'on déposait sur son pare-brise, c'était de dire, voilà, il y a un coup de gueule, on en a assez, on veut plus d'augmentation de taxes. Et ensuite, j'ai voulu évoluer les choses, parce que j'ai eu, par exemple, dans ma permanence, des gens qui sont venus me voir sans le gilet jaune, en me disant, moi, j'ai des messages à vous faire passer, j'étais gilet jaune, mais maintenant, je ne veux plus porter ce gilet. On y reviendra. Ouais. Laurent Pietraszewski, comment vous comment vous qualifiez ce mouvement, comment vous le ressentez? Bon, d'abord, il a évolué, Véronique Marchand, ce mouvement. On voit bien que ce ne sont pas les mêmes gilets jaunes que nous avons aujourd'hui en face de nous que ceux qu'il y avait au début de ce mouvement, qui a été très bien décrit par Charlotte Lecoq. On est passé d'un mouvement qui était un mouvement d'ailleurs plutôt bon enfant, avec une volonté de porter un certain nombre de questions aux représentants nationaux, et à un mouvement qui aujourd'hui beaucoup plus dans une posture politique, et on verra ça, j'imagine, tout à l'heure dans le débat. Alexandre Chantry, dans notre région. Oui, vous voulez réagir là, brièvement? Parce que nous, on y est depuis le départ. J'ai l'impression que vous décrivez une kermesse. Évidemment, depuis le départ, ça fait 5 mois, on s'est retrouvés autour de ronds-points, autour de débats, autour d'assemblées générales. Bien sûr qu'on a appris une méthode, on a appris à s'organiser. Donc évidemment, on n'est pas les gilets jaunes du début, mais on est toujours les mêmes personnes. C'est juste qu'on a appris, tout simplement. Alors justement, voilà. Vous devancez ma question sur les Gilets jaunes Hauts-de-France sont une particularité, c'est qu'ils font des assemblées générales et ils ont une charte. Alison Hubert, qu'est-ce que ça dit des Gilets jaunes Hauts-de-France, cette démarche, qui n'est pas remarquée ailleurs en France, d'ailleurs, ou très peu? Ça montre une véritable volonté de se fédérer, de coordonner au sein de tous les Gilets jaunes des Hauts-de-France. On vote en AG, en Assemblée Générale, des décisions pour le mouvement, des manifestations. Et vraiment, on a cette volonté de fédérer l'ensemble des Gilets jaunes et d'avoir que chaque voix compte. Que ce soit un mouvement social qui ait des revendications politiques, ça vous pose problème? Non, c'est pas du tout un problème d'avoir des personnes qui portent des revendications. Et nous, on est ouverts. Enfin, nous, nos collègues, on a reçu plusieurs fois les Gilets jaunes, on est allé à leur rencontre. Et il y a des dialogues, des discussions qui se sont faits de façon très pacifique et on s'écoute. Après, on n'est pas forcément d'accord, on n'est pas forcément sur le même méridien. Après, ce qui est pointé, c'est la violence qui est intrinsèque à ce mouvement.
On y vient, on y vient. Je me permets 10 secondes, oui. Très vite, on peut quand même se dire que ce qui est important quand on veut porter un message politique, c'est de le faire à visage découvert. Voilà. Déjà, hein. Et donc, c'est ça qui est important. Vous voyez, moi, Eh ben, on je va y suis venir. député de La République En Marche, tout le monde le sait, tout le monde connaît mon engagement, et je fais ça depuis 2 ans, et avant, je faisais autre chose. Alors. Voilà. Donc, quand on vient porter des revendications sociales, on porte des revendications sociales. Et quand on passe aux politiques, on dit qu'à ce moment-là, on fait de l'activité politique. Mais on le fait à ciel ouvert. D'accord. Alors, on l'a dit, cette émission a été enregistrée hier matin. Par conséquent, on fait l'impasse sur la manifestation d'hier après-midi, évidemment. En revanche, samedi dernier, le 23 mars, alors que les Champs-Élysées à Paris avaient été interdits, c'était la première fois qu'on voyait à Lille des dégâts en ville. Alors, il y a forcément, on se dit qu'il y a un lien de cause à effet. Est-ce que c'est aussi votre explication, Alison Hubert, le fait que les Champs-Élysées à Paris aient été interdits et que du coup, il y a eu des dégâts à Lille? Alors, tout ce que je sais, c'est qu'en effet, les violences, la casse, c'est dommageable. Moi, je leur dis, je suis pacifiste depuis le début, et ça, je n'ai pas changé. Je n'ai pas évolué dans ma démarche. Maintenant, moi, j'ai envie de parler des raisons pour lesquelles on s'est engagé, nos revendications, et pas de la seule manifestation à Lille où il y a eu des dégâts, mais des 18 autres qu'on n'a pas relayé du tout une seule fois parce que ça se passait bien et qu'on portait vraiment un message. Rassurez-vous, l'essentiel de l'émission va être consacré à vos revendications. Un mot quand même sur comment expliquer que tout à coup, le samedi 23, il y a eu des dégâts. Ça s'explique par un silence assourdissant d'un gouvernement et d'un président. 5 mois où ils ne nous écoutent pas. Par exemple, sur l'acte 18, tout le monde savait, toute la France savait que ça allait péter à Paris, tout le monde. Le président, il fait quoi? Il va au ski. Bon, si c'est ça une réponse politique, bon, c'est bien, hein. Ouais, moi, j'entends deux voix, en fait, parce que là, ce que vous dites, c'est qu'il y a le silence du gouvernement, donc on peut faire des violences à Lille. Ça, c'est grave. Moi, je préfère entendre quelqu'un comme Alison qui dit j'ai des revendications à porter et j'ai envie de les donner. Et on est tout à fait en capacité de dialoguer et d'écouter ces revendications. Cela dit, Laurent Pietraszewski, le président, il s'est dépêché de rentrer du ski quand il a vu ce qui se passait. Donc c'est vrai que c'était peut-être pas forcément le meilleur message à faire passer. C'était un peu une maladresse, quoi. En fait, que le président de la République ait des temps de respiration, bien sûr. Je pense que ça doit surprendre personne, parce qu'y compris ceux qui mettent des gilets jaunes ont aussi des temps de respiration. Et puis on peut aussi penser, sans démagogie, que l'agenda du président de la République est bien rempli. Donc je pense que sur ce sujet-là, il n'y a pas trop de débat. Après, la question, c'est effectivement, est-ce qu'on est dans une position qui consiste à dire, bah oui, on attendait, ça allait péter. Bah écoutez, non, moi je pense qu'on est en démocratie, il y a des règles. Quand on manifeste, on a des règles à respecter, qu'on soit manifestant ou qu'on soit simple citoyen, c'est la même chose. Donc respectons les règles. Alors, à propos des règles à respecter, on a vu qu'à Nice, il y avait un débat déjà sur le périmètre de la manifestation. Bon, on ne peut pas zapper cette affaire niçoise, cette affaire de la militante d'attaque Geneviève Leguet, car plus les jours passent, plus on s'aperçoit que la version officielle est contredite, y compris par des policiers. Et désormais, on a entendu vendredi le procureur de la République revenir sur ses propres déclarations, reconnaissant, sous la pression médiatique entre autres, l'implication d'un policier. Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on a tout simplement essayé maladroitement de masquer une bavure, appelons les choses par leur nom? Le procureur de la République, Véronique Marchand, il se base sur des éléments d'enquête qui lui sont montés. On a bien entendu qu'il y avait justement une évolution du témoignage de la part du policier qui est concerné par cette bousculade. Donc c'est bien parce qu'il a fait évoluer son témoignage que le procureur de la République a pu apporter une autre lecture de ces faits. Vous savez, je pense que en la matière, les policiers ont aussi à rendre compte de leurs actes. Et ça sera fait d'ailleurs, puisque le procureur de la République a déclaré qu'il y avait une enquête préliminaire ouverte. Je comprends ce que vous dites, hein, mais je trouve que le procureur, dans cette affaire, il y a une grande précipitation pour dire de se dédouaner, dédouaner la faute de la police, parce que, en effet, vous avez raison, les témoignages peuvent évoluer, il fallait peut-être attendre la fin de l'enquête pour officiellement avoir une position. Que là, ça a été une position pour cacher une bavure. Moi, je la connais en plus, Geneviève Leguet, parce que je faisais partie d'Attaque. C'est loin d'être une manifestante difficile, c'est une grande pacifiste depuis des années. Et voilà. Wow. Un petit mot, Charlotte Lecoq. On a entendu Thomas Legrand, éditorialiste sur France Inter cette semaine, qui faisait remarquer assez justement qu'Emmanuel Macron est bien le président de la République, mais pas un pater familias qui doit donner des leçons de morale, bon, surtout à une militante chevronnée de 73 ans. Là, vous ne trouvez pas quand même que... il aurait dû faire attention à ses déclarations, le président de la République, pas mettre de l'huile sur le feu et pas... Moi, ce que j'ai surtout entendu, c'est le fait de pointer que dans ces manifestations,
il y a des risques de dérapage et il y a des risques de violence. Et je voudrais aussi, c'est qu'on se rappelle que ça, c'est depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, parce que, rappelez-vous, le 17 novembre, avant midi, il y a une manifestante gilet jaune qui est morte parce qu'il y a eu un accident. Et pourquoi il y a eu un accident ? Parce qu'elle était en voiture avec sa petite fille et que des gilets jaunes ont frappé très fort sur sa voiture, qu'elle a pris peur. Et il y a eu plusieurs fois des événements comme ça. Donc vous voyez, c'est Mais ça la France, que pointe la France non, mais depuis ne le découvre pas les manifestations on a et les bien mouvements ce mouvement sociaux. qui... Non, là, c'était de l'agressivité envers simplement une personne qui voulait passer, qu'on a interdit de passer, et ça a dérapé. Et ce mouvement a été ponctué régulièrement de ces dérapages. Alors, le gouvernement a pris des mesures d'interdiction drastiques et la droite, les Républicains, s'est débrouillé pour faire passer sa loi dite anti-casseurs et au Sénat et à l'Assemblée, malgré des oppositions à gauche, des oppositions quasiment à l'extrême droite avec M. Frédéric Poisson et des oppositions ou des questions, en tout cas, dans votre mouvement. C'est clairement le retour d'une loi qui a été quand même abrogée en 82, un texte qui permettra, entre autres, d'arrêter quelqu'un qui n'a encore commis aucune infraction. Alors, est-ce que vous ne trouvez pas, je commence par vous et je vous donne la parole ensuite, que ça ressemble quand même un peu à une fuite sécuritaire en avant, parce qu'on ne sait pas comment arrêter politiquement le mouvement social ? Ouais, vous avez permettez-moi, Je vous pose Véronique la question. Marchand, c'est une lecture un peu polémique de la loi, Ah bah mais je crois que c'est volontaire, vous souhaitez Mais nous oui, faire bien réagir. sûr, pour vous faire réagir. Un peu polémique de la loi qui n'exprime pas ce que vous venez de dire, et qui permet, effectivement, ce que vous le savez, dans notre pays, il peut y avoir du temps pour que la justice se mette en œuvre. Vous pouvez très bien avoir été arrêté, placé en garde à vue pour un certain nombre de comportements qui ne sont pas dans les règles de la République, et pour autant vous retrouvez, alors que vous avez été arrêté la semaine dernière, vous retrouvez dans la manifestation de la semaine d'après. Bon. Et cela, soyons clairs, c'est incompréhensible pour nos concitoyens. Donc, le préfet pourra prendre un certain nombre de mesures, qui sont des mesures d'éloignement, et ces mesures-là, elles sont extrêmement simples, et elles sont contrôlées également par le juge administratif. Cette loi fait débat. Alexandre Chantry, brièvement. Enfin, sur cette question, moi j'ai un peu l'impression d'être dans le film Minority Report, c'est-à-dire que on a du pré-crime, on va avoir des mises en garde à vue sans justificatif. C'est une fuite en avant autoritaire de l'État. Lorsqu'on attend peut-être une réponse politique, une réponse réelle, eh ben on a juste de la répression tout à l'heure. Je vous entendais depuis tout à l'heure, vous parlez du mouvement, vous parlez que des violences. Bah oui. Le mouvement, c'est pas que les violences. On va venir aux revendications, rassurez-vous. Faut arrêter. Oui, C'est alors pas vrai. justement, moi Il y a des cas isolés de violence, mais parce que le peuple est ainsi fait. Le peuple, c'est pas tous des gens raisonnés, des gens éduqués, des gens bien formés. C'est tout type de sociologie. Et vous, Allez, vous ne comprenez pas ça. On va vous faire échanger sur les revendications. On y arrive tout de Vous suite. vous Voilà. trompez, vous n'êtes pas le peuple. Hein. Le On peuple fait partie est du peuple. composite. Voilà. Non, mais ce que On fait partie du peuple. Chacun a une je pense que vous sociologie avez tort d'essayer différente, un d'expliquer habitus que vous différent. êtes le peuple. Vous n'êtes pas le peuple. J'ai pas dit ça. Ne faites Vous pas êtes dire ce pas- que je vous Et n'ai à pas dit. 86% le peuple. Non, Allez, c'est on ça. revient. On va vous faire non. échanger sur les revendications, La majorité. si vous voulez. Les principales qui ont été exprimées depuis 5 mois. Et on verra d'ailleurs que certaines recoupent un peu, voire beaucoup, les demandes exprimées aussi dans le cadre du grand débat. Alors au début, on se souvient que c'est la question du pouvoir d'achat qui a été mise en avant à travers le rejet de la hausse des taxes sur les carburants. Une revendication qui reste prioritaire, celle de la hausse du pouvoir d'achat, sous plusieurs angles. Alors les retraites, la TVA, les salaires. Quelle priorité pour vous, Alexandre Chantry, sur le pouvoir d'achat ? Moi, pour ma part, parce qu'on en a énormément parlé, c'est d'abord une hausse du salaire. Mais quand je parle du salaire, je parle aussi du brut, parce que le brut, c'est du salaire différé qui nous permet de payer nos services publics. Et peut-être travailler à la suppression pure et simple de la TVA. Dans un premier temps, on parlait de suppression de la TVA sur les produits de première nécessité. Là, de plus en plus, on discute avec des économistes, avec des sociologues, etc. On parle même de suppression de la TVA purement et simplement. Sur ces deux exemples, sur la TVA, j'ai cru lire qu'au sein de La République En Marche, on avait une réflexion. Alors, sur la TVA, moi, ce que j'ai beaucoup entendu dans les réunions auxquelles j'ai assisté dans le grand débat national, c'est la proposition souvent de dire il faut la supprimer ou la réduire encore sur les produits de première nécessité et de compenser ça, pas de la supprimer complètement parce que c'est quand même une ressource financière dont on ne peut pas se passer, mais de la compenser par taxer des produits de luxe. La TVA, c'est près de 100 milliards que ça rapporte à l'État. Oui, non, mais on peut pas. Il faut rester quand même réaliste, il faut rester cohérent. Mais par contre, rééquilibrer, parce que ça pèse beaucoup plus dans le budget d'un foyer modeste, évidemment. Et ça, c'est plutôt une mesure, en tout cas moi, que je soutiendrai, que je trouve assez plébiscitée. Oui, il y a un enjeu, Charlotte Lecocq le dit bien, il y a un enjeu important qui est porté, et pas par
que les citoyens qui mettent des gilets jaunes, par les citoyens en général, qui est de dire, voilà, il faut que la fiscalité ait du sens. Nous voulons savoir à quoi nous contribuons. Parce que souvent, vous savez, le bon impôt, c'est celui qui est payé par le voisin. C'est-à-dire, Charlotte Lecoq peut payer des impôts tant que c'est pas moi qui en paye. Bon, je crois qu'il faut qu'on sorte de cette dynamique-là. L'impôt, c'est constitutif de notre société. Par contre, et ça, c'est légitime, nos concitoyens nous disent, mais sur le fond, nous avons besoin de comprendre à quoi sert cet impôt. Et dans quelle mesure il est, et là, il y a certainement des sujets sur lesquels vous allez peut-être pouvoir aussi, j'imagine, contribuer, qui soit le plus juste possible. Alison Hubert, on a beaucoup vu partout dans le grand débat, chez vous, demander le retour de l'indexation des retraites sur l'inflation. C'est pareil chez vous à La République En Marche, on y réfléchit. En 2 mots, Alison Hubert. Le sujet des retraites, bien évidemment, il faut s'occuper de nos aînés. Je veux dire, ça me paraît tellement normal. Tout comme, alors ça, je parle en mon nom personnel aussi, je ne comprends pas pourquoi vous, députés, vous n'auriez pas le même système de calcul de retraite que Madame Marchand, que Alexandre et moi. C'est le cas, nous avons le même système de retraite de calcul. Oui. Ou vous êtes très mal informés. Et les 31 ans de cotisation pour avoir une retraite à taux plein, par exemple. C'est terminé. En fait, il n'y a plus de système de retraite spécifique pour les députés. Nous avons, avec Charlotte Lecoq, c'était d'ailleurs dans notre programme, mis fin à ce dispositif depuis le 31 janvier, le 31 décembre 2017. Donc, vous voyez, il n'y a pas d'ambiguïté par rapport à ça. Et donc, c'est intéressant parce que, vous voyez, vous-même, vous véhiculez, et j'imagine de bonne foi, je ne me mets pas en doute. C'est bien, vous avez rétabli vous les véhiculez choses. une Ça fausse sert à ça, information. Vous véhiculez une fausse information, alors qu'en fait, vous devriez nous dire, mais j'imagine, je fais cette hypothèse, vous devriez être enthousiaste d'avoir Charlotte Lecoq et Laurent Pietraszewski qui ont voté la suppression de cet avantage, qui effectivement, vous avez raison, madame. Mais non, mais vraiment, vous me l'apprenez, c'est une très bonne chose et j'en suis ravie. Et c'est typiquement, je vais revenir là-dessus, parce que typiquement, en assistant aux réunions de grand débat, moi, j'ai mesuré un écart énorme entre des lois, par exemple, qu'on avait votées, des mesures qu'on a votées, et des choses qui sont attendues. Là, on parlait du régime des retraites. Nous, par exemple, sur le chômage, on m'a dit, les députés, vous vous rendez compte, au bout de votre mandat, vous avez encore 5 ans d'indemnité qui sont rémunérés. C'est complètement faux. Nous, on a voté aussi, on s'est organisé maintenant, on a le même régime chômage que n'importe quel salarié. On justifie nos frais, ce qui n'était pas le cas avant. Donc on a déjà résolu un certain nombre de choses qui n'étaient pas la réalité avant. Laurent Pietraszewski évoquait la justice fiscale. Ce qui est beaucoup revenu, et ça, manifestement, vous risquez de vous tourner le dos là-dessus, c'est la demande de retour de l'ISF, clairement. Ouais, parce que vous disiez le bon impôt, c'est quand c'est le voisin qui le paye. Votre ancien grand patron, M. Mullier, il doit être très content du fait que vous ayez supprimé l'ISF. C'est 5,4 milliards de retirés à l'économie de l'État, qui a été compensé en effet par cette taxe carbone qui était à hauteur de 4,7 milliards. Donc on a très bien vu dans quel sens vous faisiez des cadeaux fiscaux et dans quel sens vous essayez de ponctionner sous couvert d'écologie en plus. C'est ça qui est le plus dégueulasse. C'est sous couvert d'écologie. Ce sentiment d'injustice fiscale, est-ce que vous le ressentez et vous le reconnaissez ? Oui, moi, ce que j'entends dans ce que dit Alexandre Chantry, en dehors de la partie un peu provocatrice de son propos, mais je comprends qu'il est dans son rôle, mais je vais essayer de m'attarder moi sur la partie constructive. Ce qui est effectivement, la question, c'est celle de l'effort et de la répartition de l'effort dans notre société. Et ça, c'est quelque chose qui est pointé. Et ça, c'est quelque chose aussi d'intéressant sur lequel on doit bosser. Sans doute qu'il y a des pistes de progrès qu'on est prêt aussi à entendre aujourd'hui, comme on l'écoutait hier. Honnêtement, il manque 3,2 milliards dans les caisses de l'État depuis que l'ISF a disparu. Il n'a pas disparu, il a été transformé. Il est transformé en IFI, impôt sur les fortunes immobilières. Oui, mais il manque quand même 3,2 milliards. Oui, en tout cas, mathématiquement, ce que vous dites est exact. Oui. La réalité, c'est quoi ? C'est que la vraie inégalité, c'est entre ceux qui sont dans le système, qui ont un emploi, et ceux qui sont en dehors du système et qui n'ont pas d'emploi. Il y a peut-être plusieurs inégalités, monsieur le député. C'est la première, je crois, Madame Véronique Marchand, c'est la première. Et d'ailleurs, vous voyez, dans ce grand débat, je pense que, et moi j'ai passé un petit peu de temps, pour ne pas dire beaucoup de temps avec les centres sociaux dans les dernières semaines et ces derniers mois, je pense qu'il ne faut pas oublier la vraie difficulté, qui est ceux qui ne sont nulle part. Ceux qui ne sont ni inscrits, comme M. Chantry, à Pôle emploi, ni inscrits et accompagnés par des organismes sociaux, ni dans l'emploi. Et c'est auprès de cela que Charlotte Lecoq et moi, ainsi que de nombreux autres députés, avons décidé de consacrer notre mandat. Un mot sur les services publics, sur les ronds-points dans les manifestations. On entend effectivement revendiquer en faveur de l'hôpital, de l'école, de la justice. Le président de la République, dans sa liste de questions aux Français pour le grand débat, a quand même demandé s'il fallait supprimer certains services publics. La priorité pour vous, elle est où ?
Ah bah, au contraire, c'est un renforcement des services publics. Moi, je viens d'une petite campagne, on n'a plus de bureau de poste, on n'avait plus de gare. Pour venir à Lille, alors que c'est une demi-heure d'ici, hein, c'est pas loin, c'est une galère pas possible. Par exemple, nous, il y a une communauté qui s'appelle le Dunkerquois, qui a développé le transport en commun gratuit. Et on l'a vu sur toutes les études depuis que c'est mis en place depuis le 1er septembre. Il y a des gens qui reprennent le transport, qui vont en centre-ville. C'est bon pour l'activité économique et c'est bon pour l'activité culturelle. Et à tel point culturelle. que le Calaisis va s'y mettre au 1er janvier 2019. Charlotte Lecoq. Oui, moi je suis complètement favorable à ce type de projet. Enfin, c'est pas gratuit, c'est du transport qui est financé par l'impôt, mais qui est accessible à tous. Maintenant, on a différentes mesures. Je vais revenir un tout petit peu rapidement sur les questions qui sont sorties hier dans le grand débat national à l'Élysée, parce qu'on a reçu les élus locaux qui ont porté la voix aussi des habitants. C'était vendredi. Voilà, sur des revendications en termes de services publics en milieu rural. Donc c'est vrai, on parle des suppressions de postes, de fermeture de postes, on parle des trésoreries, des choses comme ça. Il faut qu'on réinvente en fait le service public, parce qu'on peut pas avoir partout des postes avec des amplitudes horaires complètement adaptées, mais par contre on peut avoir des mutualisations de services, et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à développer et qu'on renforce ça en milieu rural. Pourquoi en fait, dites-vous non ? partir du besoin, c'est partir du besoin des habitants et offrir une réponse en face qui soit adaptée et qui soit accompagnée aussi de modernité. Un mot ? Voilà, il y a une vraie différence, je pense, idéologique là derrière, c'est que vous pensez que les besoins des citoyens vont s'adapter à l'offre. En fait, c'est pas du tout ça. Il faut d'abord créer l'offre pour qu'il y ait les besoins. Si vous créez des bureaux de poste, si vous créez des services publics en campagne, les gens vont arrêter de vivre en ville dans des logements qui sont trop petits, dans les logements trop chers, pour repartir un petit peu dans les zones périurbaines. Et ils vont créer, en effet, de l'activité, ils vont créer des choses. C'est pas l'inverse. Là, on verra qu'on Il faut les deux, oui. Il y a aussi des services publics vous raréfiez les services. Au final, il y a plein d'endroits où il n'y a plus du tout de services publics. Oui, mais on peut les imaginer différemment. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est très attaché au mur, symbole du mur, voilà, la poste dans ces murs. Et là, plutôt, on s'oriente vers des services publics. Le statut de fonctionnaire, vous attaquez un statut qui a... Non, on n'attaque pas le statut du fonctionnaire. Si, parce que si vous on réduisez comme M. Darmanin on fait évoluer la manière de manager M. les Darmanin ressources propose humaines de dans la réduire de fonction 30% les publique. fonctionnaires. Et c'est une attente aussi des agents de la fonction publique. Bon, c'est un débat de toute façon qui ressortira à l'Assemblée, entre autres, sûrement dans les rues. Ce qui est ressorti dans les revendications de toute nature, y compris celle du grand débat, ça concerne les institutions et le fonctionnement de notre démocratie. On a beaucoup entendu demander le référendum, le RIC, par exemple, mais pas seulement, le référendum d'initiative citoyenne. Une proposition de La République En Marche va en partie dans ce sens. Pourquoi le RIC, Alison Hubert, le référendum d'initiative citoyenne ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai la sensation d'être une électrice et pas une citoyenne, en fait. C'est-à-dire qu'on me demande mon avis, je vote, que je sois contente ou pas, j'attends 5 ans, et puis c'est tout, c'est comme ça. Et donc, en fait, si vous voulez, on a besoin de... Moi, je suis attachée, mais profondément à la démocratie. Je veux juste la faire vivre, la voir vraiment en application, et pas par les représentants, faire vivre le peuple, que le peuple prenne ses responsabilités et puisse avoir vraiment son pouvoir, en fait. Charlotte Lecoq, pourquoi pas le RIC ? Oui, alors c'est un sujet aussi qui est revenu beaucoup dans le grand débat. Moi, ce que j'ai entendu des citoyens, c'est... le RIC n'est pas vraiment plébiscité en soi, mais ça peut être un outil de la démocratie qu'il faut compléter avec d'autres choses. Il faut aussi que la démocratie représentative, elle continue de vivre, mais avec davantage de démocratie participative. Et c'est vrai, ce que vous disiez, c'est qu'il y a un problème entre le moment où on est élu, et puis il se passe 5 ans, et pendant 5 ans, en fait, ça dépend vraiment de l'initiative de l'élu à aller vers la population, à faire des bilans, à faire... Nous, on fait beaucoup, par exemple, on en a fait avec Laurent, on en fait avec nos collègues, des ateliers participatifs. On vient avant une loi, présenter le texte de loi et on demande l'avis des citoyens. On essaye d'enrichir notre réflexion et de porter ensuite leur voix dans l'hémicycle. Simplement, c'est encore des choses qui sont peut-être nouvelles, qui demandent du temps. Et quand on organise un atelier, on a 30 ou 40 personnes. On n'a pas 150 000 personnes qui viennent donner leur avis sur le texte. Donc, c'est comment est-ce qu'on organise ce lien avec l'élu tout au long du mandat pour que la voix de la population, des citoyens, elle soit prépondérante. Ça peut être un référendum au niveau local aussi. Enfin, je veux dire, oui, on il pourrait y en avoir. Toujours de faire
contraire, tout à fait. devait envisager au niveau national. Mais ce que j'ai entendu dans les grands débats, c'est ça peut pas être tout le temps par référendum, on s'en sort pas. Et puis le référendum, c'est oui ou non. Ça manque de On peut changer le mode de... On n'est pas obligé d'être manichéen à chaque référendum. Oui, mais on après, peut faire... si vous regardez comment on vote sur un texte de loi, c'est extrêmement dense. On ne va pas rentrer dans les détails parce que ça passe vite. Mais... Et on ne peut pas que répondre... Donc là, il faut vraiment creuser le filon. Là, hein. Tout à fait. D'accord. Ouais, on termine cette partie-là par ce sondage via Voice du 20 mars pour la Fondation Jean Jaurès et la Revue Civique qui révélait que 86% des Français veulent un changement de politique économique et sociale, 78% une rénovation des institutions, 62% pour un RIC encadré. On dirait bien quand même que pas mal de Français se cachent derrière les gilets jaunes finalement. Est-ce que vous l'interprétez comme ça, vous ? Évidemment, parce que nous, on l'a vu au fur et à mesure de notre engagement au sein des gilets jaunes, il y a beaucoup de gens qui ont rejoint. C'est pas la question d'Emmanuel Macron ou d'En Marche. La question, c'est la politique qui est appliquée depuis 83, le tournant de la rigueur, je ne sais pas si ça vous rappelle. 1983, c'était Pierre Voilà, Mauroy. Pierre Rocard, et c'est la phase néolibérale. Et c'est cette politique qui aujourd'hui oriente toute la politique économique de notre pays. Et je pense que la région, encore plus chez nous, a bien souffert de cette politique libérale. Et aujourd'hui, tout simplement, le mouvement des Gilets jaunes ressort en fait toute cette frustration, cette colère qui est là depuis des années. Des années. Oui. Je veux bien répondre. Nous aussi, on a envie de changer le système économique et social, on a envie de le changer en profondeur. C'est pour ça qu'on s'est engagé en politique. Nous, notre leitmotiv, qui n'est pas assez visible, je pense, dans notre manière de communiquer, c'est qu'on veut lutter contre les inégalités qui font qu'au départ, quand vous naissez dans un milieu pauvre, votre destin, il est tout tracé, vous ne pouvez plus reprendre la main. Et donc, tout ce que l'on a mis en œuvre depuis le départ, c'est pour construire une émancipation par le travail, où on veut que chacun puisse trouver du boulot, puisse se former à un moment donné dans la vie, parce que c'est compliqué sinon pour trouver du travail, et qu'on puisse apporter à des enfants aussi tout de suite les premiers outils qui vont leur permettre et de bien apprendre à l'école, et d'avoir un petit déjeuner à l'école lorsque leurs parents ne peuvent pas leur offrir. Voilà, c'est ça les mesures qu'on peut mettre. Par rapport à la valeur travail, on a discuté avec plein de gens qui en fait se lèvent tous les jours à 6h30 le matin, travaillent 35 heures, 40 heures par semaine pour gagner un SMIC, un petit peu plus, et qui le disent de moi en fait, sans parler, on ne parle pas des plaisirs, mais voilà, je veux dire, au bout d'un moment, les gens, ils ont besoin d'avoir une rémunération à la hauteur de... Absolument, c'est notre premier niveau de révolte. On est d'accord avec ça, aussi, c'est pour ça qu'on a développé la prime d'activité, de manière à ce que tous ceux qui se lèvent tôt, et on sait ce que c'est que se lever tôt, puisque moi je me lève tôt, c'est une aide, c'est pas la valeur travail. Et donc c'est pour ça qu'on... Non mais si... Alors peut-être faut-il réexaminer les outils, c'est ce qu'on dit en fait. C'est une aide que vous allez retirer dans 6 mois. Non, c'est pas une aide. hausse de salaire. En même temps, on ne vous entend pas. De récompenser, de valoriser ceux qui travaillent. Le message, c'est peut-être faut-il, Laurent Pietraszewski, le message que vous entendez, c'est peut-être faut-il réévaluer les outils. Voilà. Et on arrive à la fin de l'émission. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait faire cesser le mouvement des Gilets jaunes, Alexandre Chantry ? Je pense qu'un référendum populaire sur la destitution d'Emmanuel Macron serait un geste fort, qui serait intéressant. Typiquement une revendication sociale. Et bien sûr, bien qu'on n'est pas dans le politique. Il reste qu'une minute. Je vous ai pas coupé. Allez-y, parce que c'est la fin là. Et bien sûr, je pense qu'il y a des questions sur notamment l'assurance chômage là, qui est en train d'être bousillée. Les camarades intermittents vont faire une grève le 4 avril. Donc, voilà. Comment les députés peuvent répondre à certaines des demandes fondamentales, Charlotte Lecoq ? Pour moi, l'outil numéro 1, c'est le grand débat. C'est tout ce qui est remonté du grand débat. Et c'est les mesures qui vont sortir de ça. Et on est complètement conscient, et le président de la République et le Premier ministre sont complètement conscients qu'il faut que, dans ce qui va ressortir du grand débat, dans les mesures qu'on va prendre, ça parle réellement aux Français et à leurs attentes. Vous avez entendu que Xavier Bertrand a dit au président de la République qu'il avait peur d'une sortie ratée du grand débat. Donc, mais on surveillera effectivement. On sait déjà que certains sont contre les propositions. C'est certain, mais on est tout à fait conscient de cet enjeu. Le débat va continuer de toute façon, y compris évidemment à l'Assemblée. Merci tous les quatre pour ces échanges. Dimanche prochain, une édition Hauts-de-France enregistrée à Bruxelles sur les élections européennes. Passez un excellent dimanche. Au revoir. À bientôt. Au revoir.